On connaît tous le kimono, en tout cas en France, car on sait que le Japon et la France s'admirent mutuellement. Mais au-delà de simplement reconnaître qu'il s'agit d'un vêtement traditionnel japonais, la plupart d'entre nous sommes capables de le nommer sans forcément être fan de Japon. Pourtant, si je vous montre ça ou ça, il y a très peu de chances que vous me répondiez qu'il s'agit d'un koilek, d'un gakti ou d'une poyera, bien que parfois considérée comme l'une des plus belles robes du monde. Et même si on a tendance à nommer tout type de vêtements japonais comme étant des kimonos par défaut, ce qui n'est pas tout à fait vrai, ça reste fascinant de voir à quel point le terme kimono a imprégné notre vocabulaire, alors qu'on aurait pu faire comme on a fait pour tous les autres vêtements étrangers, et simplement appeler un kimono une robe japonaise. Cependant, bien qu'il semble être un acquis pour tous, pas grand monde est capable de le dater, de relater son histoire avec ses influences, ses lois, règles et codes qui l'ont façonné, ou encore plus loin, de détailler quels sont les ancêtres du célèbre vêtement japonais. Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, l'art du kimono, une histoire et un héritage japonais. Durant les périodes Jomon et Yayoi, les vêtements japonais étaient encore grossiers. Ils étaient simples et adaptés à leur mode de vie de chasse et de culture des rizières. Puis à la période Kofun, le commerce s'était développé avec la Chine et la Corée, augmentant leur interaction et l'influence que ces pays émettront sur l'archipel. Leurs tenues, fortement inspirées de ces cultures, évoluèrent, et à partir du IVe siècle, elles se composaient d'une veste longue fermée sur le devant aux manches étroites appelée kinu et maintenue d'une ceinture rayée que l'on nomme chesule. Les hommes couvraient leurs jambes avec un hakama, un pantalon large qu'ils resserraient ensuite en dessous des genoux avec une fine cordelette aïui, tandis que les femmes revêtaient une longue jupe plissée appelée mo. Elles accessoirisaient ensuite leur tenue d'une longue et fine étole, hire. Les deux tenues étaient appelées suivant une logique simple, kinu hakama et kinu mo. L'évolution des tenues japonaises aristocratiques continuait lentement durant la période d'Asuka avec de légers changements du kinumo. Puis, durant la période Nara, au 8e siècle, les couleurs des vêtements de la cour furent hiérarchisées avec la création des couleurs interdites, kinjiki, basées sur le système du Ritsuryo. Le Ritsuryo, c'est un ancien système juridique du Japon antique fondé sur des principes confucéens et légistes provenant de Chine. Les principes confucéens, c'est des principes qui appartiennent à Confucius, un célèbre penseur et philosophe chinois, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Confucius. Confucius, c'est son nom européanisé. Son vrai nom, c'est Kongzi. Enfin bref, suite à cette hiérarchisation, des couleurs comme le vert clair deviennent réservées aux robes extérieures de l'empereur, l'ocre aux vêtements extérieurs du prince héritier, ou encore le violet profond qui sera porté uniquement par les aristocrates de premier rang et toujours en extérieur. Dans le code Yoro, achevé en 718, figuraient certaines règles vis-à-vis des costumes, comme celle qui spécifiait que le pan gauche devait impérativement croiser et passer au-dessus du pan droit de la robe. Cette règle, tirée de la culture chinoise, se devait d'être respectée, l'inverse étant considéré comme une marque de facilité, voire même de barbarisme. Petit à petit, la mode continuait d'évoluer. Les hommes portaient une longue robe fermée jusqu'au col et ceinturée par-dessus leur hakama, tandis que les femmes enfilaient un haut sans manches sur leur veste qu'elles glissaient dans leur jupe plissée et portaient ensuite par-dessus une fine étole. Et cette mode, elle continuera jusqu'à la fin de la période Nara. Au cours de la période Heian, le Japon se détacha de l'influence chinoise et commença à adopter sa propre identité nationale. Il en découla un style japonais unique dans divers domaines artistiques, y compris l'habillement. Une nouvelle technique de fabrication de vêtements se développa, consistant à couper et assembler des pièces de tissu rectangulaires. Cette technique présentait de nombreux avantages, elle permettait notamment de standardiser la taille pour tout le monde, ce qui facilitait le travail des artisans qui n'avaient plus besoin de se préoccuper des morphologies. La broderie japonaise connut son âge d'or. La nature était représentée sur les vêtements, fleurs de cerisier ou chrysanthèmes, grues ou poissons, chaque saison s'illustrait poétiquement au sein de la cour. Les fils d'or et d'argent étaient utilisés, notamment pour approfondir les motifs floraux via des techniques de superposition. Durant cette période, les femmes de la cour se paraient d'une tenue qui sera considérée à l'avenir comme trop extravagante. Le Nyobo no Sozoku apparut, ou plus communément appelé durant l'ère Edo, June Hitoe, le costume aux 12 couches. Les couleurs des multiples couches étaient assemblées en suivant un code très précis, Kasane no Hirome, des combinaisons de couleurs au nom poétique qui se basaient sur plusieurs critères comme le rang social, la saison, l'occasion ou encore l'âge, et dont le moindre faux pas pouvait entacher la réputation des dames de la cour. Mais la mode du June Hitoe devenait petit à petit excessive. Les femmes portaient de plus en plus de couches, si bien qu'elles pouvaient accumuler jusqu'à 20 kg de vêtements, les empêchant de se déplacer.
Finalement, elles furent sauvées de l'engrenage d'une mode contraignante et ostentatoire lorsque des règles furent établies pour limiter le nombre de couches. La première couche de Genihitoe se portait à même la peau, elle était blanche et généralement faite de soie, on l'appelait kosode, littéralement manche courte. La fin de la période Heian fut marquée par l'instauration du premier bafuku à Kamakura par Minamoto Yoritomo. Un bafuku, c'est un ancien gouvernement militaire japonais qui est aussi connu sous le nom de shogunat ou gouvernement shogunal. Désormais éloigné de l'excentricité d'Eian, actuelle Kyoto, la nouvelle mode s'allégea au profit du kosode, alors épaissi pour pouvoir être porté en extérieur. Simple et pratique, le kosode et le hakama furent aussitôt adoptés par le peuple. Au cours de la période Kamakura, des techniques de teinture et de broderie se développèrent, comme le shibori, utilisé pour teindre des motifs simples sur certains kosode. La période Muromachi, qui débuta au XIIe siècle, marqua un tournant important dans l'habillement japonais. Les femmes de la haute société abandonnèrent le hakama et le kosode s'allongea pour finir jusqu'aux pieds. L'obi, une étroite ceinture, permettait aux femmes de maintenir leur kosode jusqu'alors tenu par le hakama. Les couleurs vives se développaient, les brocarts ornaient les kosode et la mode féminine s'élaborait progressivement. Durant les cérémonies officielles, les femmes superposaient deux kosode qu'elles maintenaient à l'aide d'un obi et portaient par-dessus un uchikake, une longue et épaisse veste colorée et magnifiquement décorée qu'elles laissaient ouverte. En 1573 commença la période Azuchi Momoyama, celle qui a lentement vu le mot kimono apparaître. Littéralement chose que l'on porte sur soi, le kimono désignait les vêtements dans leur ensemble. Durant cette ère, le Japon s'unifiait, laissant derrière lui les multiples guerres de la période Muromachi qui avaient provoqué la décroissance de la production textile du Japon. Suite à cela, des étoffes furent importées de Chine, qui connurent alors un regain de popularité parmi les nobles et les aristocrates japonais. Peu à peu, les artisans parvenaient à imiter les ornements chinois grâce aux techniques des fils d'or et d'argent, ainsi qu'aux impressions à la feuille d'or. Le Nagoya-obi vit le jour durant cette ère. Souvent colorée, cette ceinture ressemblait à une corde que l'on nouait au dos ou sur le côté, laissant pendre les extrémités. On considère que la période Momoyama est l'ère de l'épanouissement de l'art du textile. Les marchands s'enrichissaient et le kosode devenait l'habit d'une grande majorité de la population, hommes comme femmes. Au début de l'ère Edo, le port du kosode unifiait culturellement le pays et ses proportions évoluaient. Les manches s'élargissaient et s'allongeaient, s'approchant du kimono moderne. Le furisode, un kimono manche excessivement large, se distingua du kosode. Il était réservé aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui exclusivement féminin, il est porté par les femmes célibataires. L'obi devint un accessoire indispensable chez les femmes. S'il mesurait 6 cm de large au début de la période, il s'agrandit au fil des années, notamment chez les geishas, allant jusqu'à 20 cm. Le port du obi était en parallèle influencé par le théâtre kabuki, où seuls les hommes performaient, dû à une récente interdiction gouvernementale pour les femmes. Lorsqu'ils devaient s'illustrer dans un rôle féminin, les hommes se paraient d'un très large obi qu'ils nouaient dans le dos. Cette large ceinture avait pour but d'accentuer la taille afin de donner une silhouette plus féminine aux hommes. Elle devint populaire chez la gente féminine et les façons de nouer le obi se multiplièrent, chacune en racontant beaucoup sur la catégorie sociale de la femme. Il continua de s'élargir, s'orna de motifs et pour lui laisser la place, le bas des manches se détacha du kosode. Sa version élaborée fut prisée au sein de la haute société et l'obi devint un symbole de statut social. Sa largeur eut de l'influence sur les ornements du kosode qui étaient désormais divisés en deux parties. Pour éviter que le motif du dos ne soit sectionné, les artisans commencèrent à les répartir différemment, laissant le centre vide ou ne décorant que le bas. Durant l'ère Edo, les teinturiers n'ont cessé de peaufiner de nouvelles techniques, rivalisant les unes avec les autres. Ainsi, un nouveau procédé vit le jour, Yuzenzome, confectionné par Miyazaki Uzenzai. Il consistait à peindre la teinture en décorant les motifs du kosode directement sur le tissu. Suite à quoi, de nouvelles couleurs devinrent accessibles. Les kosode les plus luxueux, considérés hier et aujourd'hui comme des œuvres d'art, étaient ornés de brocarts et remplis de motifs. L'usage du terme kimono commença à se répandre comme un synonyme de kosode, puis finira progressivement par le remplacer. Au fil de la période, le gouvernement édicta plusieurs règles sanctuaires visant à limiter les dérives ostentatoires et les dépenses excessives, comme la soie incrustée de fils d'or et d'argent et les tissus à motifs complexes. Ces lois visaient toutes les classes sociales et les divisaient en rappelant les codes de représentation et de convenance propres à chacune. Suite à cela, et en raison d'une économie qui se dégradait, les kimonos se simplifièrent. La bourgeoisie adopta une nouvelle esthétique,
celle de l'élégance naturelle, de l'élégance sobre, l'iki. En 1863, de nouvelles lois somptuaires furent décrétées et les brocarts, les broderies et certains procédés de teinture jugés trop ostentatoires sont interdits. Les motifs commons, géométriques et les rayures remplacèrent les décors brodés et les couleurs se ternirent. Les tons bleus, marron, gris et noir dominaient. Le peuple suivit ces modes et adopta le yukata, une version allégée du kimono en coton. Pourtant, les Japonais et les Japonaises ne manquaient pas de créativité pour contourner les règles. La technique Uzenzome se popularisa, l'obi qui avait échappé aux lois s'élargit encore, et la teinture rouge qui fut interdite en raison de son prix était parfois utilisée pour les vêtements de dessous, qu'on laissait alors entrevoir. L'interdiction de la soie fut levée au début de la période Meiji et sa production augmenta considérablement. Son prix baissa et elle se développa sous différentes variétés. Les techniques de teinture continuèrent d'évoluer pour créer de nouvelles couleurs, mais malgré les levées d'interdiction, des vestiges de la sobriété persistaient et les Japonais continuaient de porter des kimonos simples, faits notamment de coton. Les manches du kimono s'agrandissaient encore, sa couleur devenait plus brillante, la crêpe douce commençait à être utilisée pour les kimonos et l'obi était désormais régi pour être noué uniquement dans le dos. Pourtant, si le kimono semblait avoir de beaux jours devant lui, l'ère Meiji est celle qui ouvrit les portes du Japon au monde extérieur et l'influence occidentale s'installa progressivement sur l'archipel. Le gouvernement promut ce nouveau style via des édits dans l'objectif de moderniser le pays. On vit dans les rues un mélange de cultures, notamment chez les hommes qui alliaient kimono et chapeau, haori et chaussures, ou encore des japonais qui adoptèrent la canne. Le hakama revint sous forme de costume d'écolier pour les garçons comme pour les filles. Le gouvernement encouragea son peuple à adopter le costume occidental et obligea les fonctionnaires à le porter. Assez rapidement, la mode occidentale s'installait, cependant, elle se refroidit à la fin de l'ère Meiji chez les femmes qui tendaient à revenir vers les traditions. La très courte période Taisho vit apparaître des kimonos aux couleurs vives et aux motifs audacieux influencés par l'art nouveau alors en vogue en Occident. Mais en 1924, la Tokyo Women's Clothing Association fut créée et l'occidentalisation des vêtements féminins commença à progresser, notamment au début de la période Showa avec le courant Moga, jugé vulgaire qui remplace le kimono par des robes parfois moulantes et courtes. Les Moga, de l'abréviation Modern Galu qui vient de l'anglais Modern Girl et signifie fille moderne en français, sont des femmes occidentalisées pendant les années 1920 qui s'émancipèrent et s'opposèrent au modèle féminin traditionnel japonais. Elles ont les cheveux courts et bouclés, portent des vêtements occidentaux, elles fument, boivent et ne se taisent pas. L'image de sexe symbole qu'elles renvoient suscite beaucoup de controverses. Elles ne sont d'ailleurs pas seules à s'opposer au modèle traditionnel japonais, puisque chez les hommes, on trouve les mobo ou modern boy. Enfin bref, les femmes modernes s'émancipèrent et dans les années 1970, le kimono disparut du quotidien pour n'être porté qu'en cas d'occasion spéciale. Les femmes eurent besoin d'un kimono plus simple à porter, ni trop sobre ni trop voyant. Le grand magasin Mitsukoshi mit alors en vente un nouveau style de kimono, d'abord appelé Homonfuku, il prendra le nom de Homonji plus tard. Plus raffiné qu'un kimono classique et plus discret qu'un fumisodé, il devint rapidement très apprécié. De nos jours, si le kimono n'est plus porté dans le quotidien, il reste cependant visible dans certains quartiers traditionnels et touristiques, lors de cérémonies comme les mariages, les remises de diplômes ou le passage à l'âge adulte. Il est aussi porté pour effectuer certains arts comme les danses traditionnelles, le théâtre ou la cérémonie du thé.